On parle du rôle du parent dans le soutien des apprentissages. Le rôle du parent dans le soutien des apprentissages sans transition. Tout, c'est avec notre invité ce jour, Monsieur Lucien Blaise. On va dire c'est Lucien Blaise Okona, qui est psychologue, éducateur. Il est aussi conseiller d'orientation. Et donc tout ça là, il est psychologue, conseiller d'orientation. Ceci, ce sont ses casquettes, et enseignant aussi. Il est la personne adéquate pour nous donner, pour étayer le sujet de ce jour. Alors bonjour Lucien. Bonjour Mireille. Comment ça va? Ça va bien. Ça se passe bien? Oui, très bien. Bonjour Cathy. Good morning. Good morning. Non, mais c'est une très bonne chose de t'avoir sur ce plateau, puisqu'on parle du rôle du parent dans le soutien des apprentissages. Juste une autre, pour vous les téléspectateurs, si vous avez des questions, vous avez vu, le numéro de téléphone est déjà affiché avec le thème. Donc, vous pouvez appeler, vous pouvez aussi envoyer des messages, poser des questions, parce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui est sur le plateau. Donc nous allons juste lire vos messages et aussi répondre à vos appels. On parle de ces enfants. Donc bon, quel type? Bon, ma première question est de savoir le type de parents déjà que nous avons besoin pour aider nos enfants dans la réussite. Merci Mireille. Bonjour chers téléspectateurs de STV, émission Rendez-vous. D'abord, il faut situer le contexte. On sait que déjà, le tout petit, le nourrisson, il a besoin d'un soutien. La maman doit offrir le sein maternel à son enfant. Et un peu plus tard, lorsque l'enfant commence à grandir, il y a un soutien affectif. Et lorsque l'enfant fait les petits pas, les premiers pas à l'école, il faut lui offrir un soutien scolaire, un soutien en termes de rendement scolaire. Et surtout dans ce contexte où les résultats ne sont pas toujours bons. Quelle est la responsabilité du parent que nous sommes? Il faut l'encadrer. Maintenant, quel type de parent? Les études ont montré qu'il y a plusieurs profils de parents. Mais le parent que nous recherchons aussi, c'est le parent qui est proche de son enfant. C'est le parent qui échange avec son enfant. C'est le parent qui a un style d'éducation, appelons ça un style d'éducation démocratique, qui doit se montrer proche. C'est ce style de parent que nous voulons. C'est le parent qui échange régulièrement avec les enseignants, qui se rend à l'école, il se renseigne. Donc il doit collaborer avec l'école. Mais ce parent-là n'est pas seulement être un parent qui est attentif, qui est passif. C'est le parent qui doit se montrer proactif. Il doit amener son enfant à réussir. Il doit planifier les études de son enfant. Il doit fixer des objectifs. Il doit mobiliser les ressources pour permettre à son enfant de réussir. Et ce parent-là aussi doit mettre en place un milieu assez favorable pour les apprentissages. En tenant compte, bien sûr, des obstacles que nous avons. Il y a les TIC, il y a les mass médias, il y a la télévision. Mais le parent doit savoir que mon enfant a un emploi du temps, mon enfant est en train de faire telle activité, il est en train de faire tel devoir. Donc le parent doit savoir exactement qu'est-ce que mon enfant est en train de faire en ce moment. Donc voilà le type de parent que nous voulons. C'est ce parent qui est compréhensif, ce parent qui est proche de son enfant, c'est ce parent qui comprend le souci de son enfant ou de ses enfants. C'est ce parent-là qui se rend régulièrement à l'école, qui collabore avec son école, avec les enseignants. Mais en amont, c'est ce parent qui sait exactement quel type de formation il faut. Parce que de plus en plus, on a besoin d'avoir d'aller dans une école favorable pour les apprentissages. Parce que dans cette dynamique, on sait que nous avons le père, nous avons la mère, nous avons les enfants, nous avons l'école. C'est un peu appelé la triade. Donc c'est un parent qui se soucie vraiment de faire en sorte que son enfant progresse, qu'il a de l'avant. Donc le parent est celui-là qui doit prendre son enfant en main pour le faire progresser. Okay. C'est là pour introduire. Okay. Now, my first question is, what specific ways can parents support their child's education at home?
Bon, quelles sont les différentes stratégies que le parent doit mettre en place pour soutenir les la réussite enfants de son enfant? Il y a l'environnement familial. Lorsque le parent, bien sûr, ceux qui ont les moyens de s'offrir un appartement, de construire une maison, il faut une salle d'études. Parce que l'enfant ne peut pas apprendre dans un environnement un environnement qui n'est pas favorable, un environnement où il y a le bruit. Donc, pour ceux qui ont les moyens, il faut une salle d'études, déjà. Pour ceux qui ont encore les moyens, on doit recourir aux nouvelles technologies, les TIC. Aujourd'hui, le e-learning aide beaucoup. C'est-à-dire quoi? Je peux aller sur YouTube, Mireille a parlé tout à l'heure de YouTube. Je peux cliquer sur un certain nombre de thématiques, des ressources pédagogiques. Je peux les télécharger. Alors, je télécharge les ressources. Je peux mettre n'importe quoi, 6e, 5e, jusqu'en terminale, même jusqu'à l'université. Je peux avoir accès aux ressources. Je les télécharge, je mets ça à la disposition de mes enfants en fonction de leur classe. Et puis, avec un écran, je peux également permettre à ce que mon enfant apprend. Là, cela rentre encore dans le programme scolaire. Parce qu'entre autres défis, c'est celui de connaître le programme scolaire de son enfant. Maintenant, ceux qui ne se mettaient pas au programme scolaire de son enfant, on peut aller au collège, on peut aller au lycée pour maîtriser le programme scolaire. Tout comme les parents se soucient de maîtriser les manuels scolaires, n'est-ce pas? Le parent doit savoir quel est le programme scolaire de mon enfant, quel est le découpage de l'année, quel est le calendrier scolaire, quel est le calendrier des activités à l'école, quel est le calendrier des devoirs surveillés. Et d'ici la fin du mois, d'après le programme, les enfants ont droit à une évaluation, on appelle ça la 3e séquence. Donc le parent doit avoir un certain nombre d'informations pour suivre le programme des enfants. Il faut avoir ce calendrier-là. Parce que juste après le congé de Noël, 3 semaines après, il y a les évaluations. Dans certains établissements, les enfants sont déjà en train d'être évalués. Parce qu'il faut éviter l'enfant de décrocher. Donc les ressources des parents doivent mettre en place, disposer le matériel pédagogique. Le parent, ceux qui n'ont pas le matériel pédagogique, il faut avoir au moins un petit écran, un écran LED, avec une clé USB qui a les supports pédagogiques. On peut suivre son enfant à distance. Maintenant, le parent doit aussi connaître les difficultés auxquelles son enfant est confronté. Si on est au primaire, on sait que la plupart des enfants ont problème de lecture, problème d'écriture, problème de calcul. Si on arrive au collège ou au lycée, on a dans les difficultés scolaires. Donc le parent doit tout simplement amener son enfant à prendre conscience des défis auxquels il est confronté. On parle des difficultés scolaires. Il y a aussi les problèmes de discipline. Beaucoup d'enfants ne sont pas disciplinés. Beaucoup d'enfants ont le problème du réveil. Ça devient un problème très pertinent aujourd'hui, où quand il fait 6 heures, c'est encore la nuit. Donc il faut contrôler le réveil matinal des enfants. Il faut contrôler même les fréquentations des enfants. Tout ça doit rentrer dans le cadre tout simplement de la préparation. Parce qu'on doit préparer les enfants à réussir. Pour ceux qui sont les cas des examens, on doit les préparer. Même s'ils ont les difficultés, on doit leur donner les moyens, on doit les équiper, on doit donner les ressources pour que ces enfants-là évoluent. En relation avec le corps éducatif. Mais le parent, c'est un parent qui a un niveau intellectuel assez conséquent, doit leur permettre d'accompagner les enfants à la maison. Bien sûr, il faut établir un bon dialogue, un dialogue constructif. Parce qu'au terme d'un premier trimestre, il est important que les parents évaluent les résultats scolaires des enfants. Il faut évaluer. Est-ce que les objectifs au départ, est-ce que ce que le parent voulait que les enfants atteignent comme résultat au premier trimestre, est-ce que ça a été atteint? Si ça n'a pas été atteint, quelles sont les causes? Quelles sont les difficultés auxquelles l'enfant est confronté? Il faut agir à quel niveau? Dans les matières scientifiques, dans les matières littéraires, ainsi de suite. Et le parent doit savoir qu'on est dans une nouvelle ère, on appelle l'approche par les compétences. Parce que quand on évalue l'enfant, il y a l'évaluation des ressources, il y a l'évaluation des compétences. Donc le parent doit installer aussi les compétences chez son enfant. Le but n'est pas seulement d'aller à l'école, d'apprendre, de bûcher les cours. Il faut aussi que l'enfant soit capable de résoudre les problèmes. Le parent doit le savoir, beaucoup de parents qui le savent. Parce que de plus en plus en société, on se rend compte que les enfants
ne maîtrisent pas les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-vivre. Le parent peut également contrôler ça à travers le comportement de l'enfant. Il faut aussi, il y a les débats. Nos enfants ne suivent plus les débats aujourd'hui. Ils sont toujours en train de suivre le... Bon, on ne dit pas que ce n'est pas important. Donc, lorsque le père, la mère qui rentre, il doit échanger avec son enfant à la maison. Il y a les débats télévisés, il y a l'actualité. Ça peut faire l'objet même de tout un programme d'apprentissage. Donc le suivi de l'enfant à la maison, créer un environnement propice, permettre à ce que l'enfant ait un emploi du temps et le suivre. Et le suivre. Okay. Parce que beaucoup d'enfants n'ont pas d'emploi du temps. Okay. Now, another question I want to ask is, how can parents effectively communicate with teachers about their child's progress? Ok, la communication entre l'école et le parent. Bon, il faut voir que le constat qui est fait, c'est que les écoles convoquent les parents. Mais c'est lorsque les écoles constatent les difficultés. Mais dans la dynamique de la psychopédagogie, il est important que le parent aille signaler les problèmes que l'enfant rencontre. Il faut signaler. Il faut aller vers les services d'orientation. Il ne faut pas attendre la convocation. Que voilà, mon enfant a des problèmes particuliers. Il y a les enfants qui ont des problèmes de santé qu'il faut aller signaler au service de la santé, on appelle la médecine scolaire. Il faut aller auprès des services de conseil d'orientation pour signaler le comportement de l'enfant. Parce qu'il y a les antécédents. Il y a les enfants qui sont allergiques par mal à la poussière. Parce que le médecin a interdit que l'enfant ne doit pas balayer. Mais il faut aller avec un document médical pour montrer que les enfants sont allergiques à un certain nombre de choses. Et là, c'est très important parce que comme ce sont les informations privées, il faut toujours recourir aux spécialistes, au service d'orientation. Le service d'orientation, à son tour, va se charger d'accompagner l'enfant. Également, le parent doit également participer aux réunions des parents d'élèves. Parce que de manière statutaire, il y a au moins 3 réunions par an. Premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Même si le parent ne peut pas le faire, même si l'école n'organise pas ces réunions, le parent doit aller vers l'école. Le parent doit se renseigner. Il y a les copies, il y a les élèves qui ne remettent pas les copies, il y a les enfants qui ne remettent pas les copies. Donc le parent doit avoir le contact de son professeur titulaire, le contact du surveillant général, le contact des censeurs, le contact de service spécial, on appelle le contrôle d'orientation ou bien le psychologue. Donc c'est très important. Le parent doit également avoir le calendrier pédagogique de l'école. Comme nous sommes là à la 3e séquence, parce que la 3e séquence avait commencé en décembre. Comme une séquence à 4 semaines de cours, 2 semaines, 1 semaine d'évaluation, 1 semaine de correction, le parent doit savoir à quel moment on doit évaluer. Le parent doit également connaître les aspects sur lesquels l'élève sera évalué. Parce qu'on est à l'évaluation des ressources, c'est une répétition. Il y a l'évaluation des compétences, c'est ce qu'on appelle les situations de vie. Ce qui permet à ce que le parent va contrôler les rythmes d'apprentissage de son propre enfant. Donc la collaboration, elle est là. Le parent, de temps en temps, doit appeler le responsable de la discipline, le responsable de la pédagogie, le professeur titulaire, pour s'enquérir du comportement de l'enfant. Donc c'est une relation qui doit être une relation, une bonne collaboration entre l'école et la maison. Donc lorsque le parent, lorsque l'enfant a un problème de santé, immédiatement, le parent doit appeler à l'école pour signaler si l'enfant n'a pas pu arriver à l'école. Donc, il faut, parce que le plus important, c'est d'éviter l'émergence de comportements déviants. Mais ça ne doit pas être de la méfiance entre l'école et la famille, entre l'école et le parent. Maintenant, tout ne va pas toujours bien. Le constat montre que la plupart des enfants ne bénéficient pas d'un milieu familial assez agréable. Parce que beaucoup de parents vivent les problèmes, les obstacles, les difficultés. Papa n'est pas toujours là, maman n'est pas toujours là. Maman au marché, il y a les problèmes sociaux, il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes affectifs. Parfois, j'ai coché un enfant, je confie mon enfant à une tierce personne. Mais parce que parfois, l'école observe s'il y a des problèmes. Quand il y a un problème à la maison, en milieu familial, ça se vit à l'école. Ça se vit à l'école. Parfois même, il y a des répercussions. Il y a les répercussions. Parfois, on ne sait même pas qui est le mandant, qui est le tuteur, qui doit collaborer avec l'école. Il y a parfois certains problèmes comme ça qu'on observe en milieu scolaire.
Parce que quand les parents ne s'entendent pas, ça s'observe à l'école. C'est pour ça qu'au niveau des informations, donc quand c'est le cas, les deux parents doivent s'entendre. Il ne faut pas que les situations comme ça se vivent à l'école. Donc quand il y a un dysfonctionnement familial, quand le parent, la mère est absente, le père est absent, directement on doit signaler. Okay. Dans le sens de pallier, on ne pallie pas, dans le sens de soutenir soit le père, soit la mère, soit même la tante. Soit la tante. Okay. Yeah, I have so many questions. Moi, je voulais aller sur le côté, c'est-à-dire la mobilisation, les moyens à mobiliser, parce que tout à l'heure, quand même, tu étais en train de parler de YouTube, etc. Oui. Mais aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, il n'y a pas seulement les parents, c'est pas seulement la mobilisation n'est pas seulement sur YouTube, ceux qui sont dans les zones rurales, ils font comment? Et qui n'ont que la télé, qui regardent. Parce que quand on parle, c'est comme si ça paraît inégal. C'est parce qu'on veut entrer à l'ère du digital. C'est vrai, nous sommes à l'ère du digital, mais le digital n'a pas encore atteint toutes les zones de notre pays, le Cameroun. Et maintenant, quand on parle du soutien des enfants, les moyens, tu as cité YouTube. En dehors de ça, en dehors de YouTube, en dehors du digital, quel autre moyen l'enfant peut avoir, le parent peut avoir pour pouvoir soutenir son enfant? Ok, mais il faut dire d'abord qu'au départ, quand on met un enfant au monde, parce qu'on a un projet à lui offrir, on n'accouche pas un enfant pour le laisser dans la nature. J'ai mon enfant, on est dans une famille d'abord qui est établie. Le père et la mère. Ok? Parce qu'on a un projet de vie. Il y a une projection. Il y a un avenir à façonner, il y a un avenir à construire. C'est pour ça qu'on est dans les familles assez compliquées. Donc, quand on fait, parce qu'on veut déjà construire une famille. Parce que là, il y a le père, il y a la mère, il y a l'enfant. C'est là la famille déjà. Ça, c'est la triade déjà. Donc, ça, on veut un modèle de vie. Même s'il n'y a pas de modèle, on veut tendre vers quelque chose. Donc le père, la mère et l'enfant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut faire un enfant? Quel type d'éducation on veut donner à l'enfant? Quelle école on veut que l'enfant fréquente? Quelles sont les ressources qu'on peut mettre à la disposition de l'enfant? Les ressources économiques, les ressources culturelles, les ressources financières, les ressources matérielles. L'enfant va habiter dans quel quartier, dans quel environnement? Donc au départ, il faut d'abord un projet qu'il faut construire. Ça ne se fait pas de manière hasardeuse comme ça. Maintenant, tu parlais du village. Il est bien vrai, on est en zone rurale. Le but ici, c'est de pallier aux inégalités, zone urbaine et zone rurale. Mais il y a aussi la dimension périurbaine. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour un enfant qui est au village? Bon, on sait qu'il y a un certain nombre de défis auxquels les enfants qui sont confrontés. La plupart de ces enfants, il y a la résilience. Et surtout qu'en zone rurale, là, les parents, c'est un peu plus complexe encore. Voilà, c'est un peu plus complexe. Moi, je prends simplement mon cas. Moi, j'ai fait 4 ans au village. J'ai fait tout mon cycle primaire au village. C'était à l'école catholique Saint-André de Pouma. Bon, c'était très bien. C'était très bien. Après, il fallait aller au lycée de Pouma. Malheureusement, après, je suis allé à Yaoundé. Donc, c'est pour dire que il n'y a pas de comparaison négative entre l'éducation qui s'offre en zone urbaine et l'éducation qui s'offre en zone rurale. On a vu dans les écoles catholiques, par exemple, à notre époque, enseigné mon CEP en 86, on avait les très bons maîtres, on les appelait les maîtres, où il fallait apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre à compter. C'était vraiment les calligraphes. Moi, je peux changer mon écrit comme je veux. Donc, c'est ça les gens qui avaient une certaine éthique, une certaine formation. Est-ce que, si on commence à faire une petite comparaison, est-ce que la formation que les enseignants, à l'époque, offrent aujourd'hui à nos jeunes, à nos apprenants, est-ce que c'est la même? Quel est le modèle? Donc, on peut aller à ce niveau. Mais aujourd'hui, quand on voit dans certains villages, on voit quand même que certains villages sont électrifiés. Je vois les antennes paraboliques. Je vois les antennes paraboliques un peu partout. Parce que les antennes paraboliques,
c'est pas. Ce n'est plus autant cher. Oui, c'est vrai que... Voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi dans toutes les maisons au village? Moi, je dis, l'enfant qui est en zone rurale, là, comment est-ce que son parent devrait l'aider? Parce que pour la plupart, même les parents, même eux-mêmes, ne sont pas déjà allés à l'école. Pour la plupart. Bon, maintenant, comment le parent là va aider son enfant à aller à avoir de bonnes notes? C'est-à-dire l'accompagner dans son processus, dans son processus, dans son cursus scolaire. Mireille, ça c'est un autre modèle social. Hein. C'est-à-dire quoi? Nous avons les activités champêtres, les activités économiques. On a besoin d'une école qui transforme les produits vivriers. Parce qu'on n'est plus là pour dire l'enfant va acquérir les savoirs inutiles, les savoirs qui ne vivent pas. Vous comprenez un peu? Je reviens toujours humblement, je n'aime pas trop parler de moi. Moi, mon feu père, il avait une plantation de goyave, près de 7 hectares. Il a construit ça après le péage de Boumébel. Bon, moi, je suis allé à l'école. Mon père, il avait une plantation de goyavier. Alors si, à ce moment-là, je devais faire quoi? Je devais plutôt aller dans l'ingénierie, dans la transformation des produits. Aujourd'hui, cette entreprise devait être laissée viable. Parce que ces plantations-là alimentaient Boumébel, ainsi de suite. Le problème n'est pas qu'on a à l'école, mais quel est le modèle d'école qu'on doit mettre en place dans nos arrondissements, dans nos départements, dans nos régions? Parce qu'on est là, on est dans le contexte de la prouve par les compétences. Ce n'est pas un modèle qu'on doit copier à tout prix. Pour dire que non, il n'y a pas l'électricité, le problème n'est pas là. Le problème, c'est quel est le modèle qu'on veut implémenter dans nos villages? Quel est le problème qui s'oppose dans un contexte précis? Donc c'est ça, on est ici dans la pôle d'éducation de développement durable. Donc le problème n'est pas qu'il n'y a pas l'électricité. On sait que l'État a pris l'engagement d'électrifier les zones rurales à l'horizon 2030. C'est-à-dire qu'on doit aller vers les solutions solaires. On a le soleil, n'est-ce pas? Donc on peut équiper. Non, on va équiper. Bon, maintenant, moi, je veux comprendre. Le parent, là, doit faire comment? Parce que s'il est en train de nous regarder, là, maintenant... On va cas pratique, cas simple. Moi, j'ai mon enfant, je suis au village, je suis cultivatrice, je suis planteur. Mon enfant va aller... Comment est-ce que je vais aider mon enfant? Je dois faire comment pour pouvoir jouer un très bon rôle dans ce que mon fils est en train de faire à l'école? Oui, mais on sait que... Moi, en tant que parent au village, c'est ce que je veux comprendre. On parlait tout à l'heure de la relation entre le parent et l'école. Il y a la relation entre le parent et la société, la communauté. Ce n'est pas une relation, on n'est pas dans un niveau clos, un niveau fermé. Ça veut dire que l'école en zone urbaine et l'école en zone rurale, il faut trouver les modèles qui sont adaptés. Et le parent qui le sait doit dire qu'il y a un plaidoyer pour dire que nous sommes en zone communautaire, on a les problèmes précis, on a les problèmes agricoles, on a les problèmes de culture. Donc on a besoin d'une école qui s'adapte à un contexte précis. Par exemple, on a besoin puisqu'on avait abordé la question des langues là. Un enfant qui parle la langue maternelle, qui a les problèmes on appelle les problèmes de la question des langues françaises, la question des langues occidentales. On a besoin de ce genre de modèle pour dire que les enfants qui sont en zone rurale, il faut transférer un modèle précis. Donc on n'a pas besoin de prendre un modèle unique pour transformer ça en nature, ça ne marche pas. Mais il faut être un type de parent pour dire que dans le contexte de la décentralisation, il faut une école adaptée à un contexte précis pour résoudre les problèmes précis. C'est dans ça que ça n'est parlé. Donc le modèle qui est en vigueur aussi en zone urbaine, où on a les déchets aussi en zone rurale. Ça ne peut pas s'appliquer en zone rurale parce que là-bas on n'a pas le problème des déchets par exemple. On a un problème économique, un problème de la pauvreté. Comment est-ce qu'un enfant qui est au village, qui est dans un zone rurale, comment on va apprendre l'enfant à résoudre le problème de pauvreté? On est d'accord. Comment retenir ces enfants-là? Parce que la plupart des villages, les départements sont appelés à devenir les pôles de développement. Donc il faut un autre modèle. Vous voyez un peu comment les grandes villes, je prends l'exemple, Douala reçoit, d'après les statistiques, la communauté urbaine qui date de 2005,
Douala reçoit 12 000 nouveaux habitants chaque mois. Douala. D'après dans le chemin directeur de la ville. Maintenant, le problème, c'est qu'on doit retenir nos enfants en zone rurale pour créer les richesses. On va voir qu'il y a la plupart des arrondissements, des départements n'ont pas d'université. Prenons le cas de l'IA. L'IA n'a pas d'université. Vous voyez un peu. On prend Ezeka. Bon, on va voir les grandes villes. On prend même Konsamba. Il est bien vrai, il y a les beaux-arts. Donc, dans chaque unité d'arrondissement, dans chaque unité administrative, on doit trouver les écoles primaires, les lycées, les universités. On doit transformer, parce que c'est l'homme qui transforme. Okay, donc le modèle n'est pas le fait qu'on va dire qu'il n'y a pas l'électricité, on ne va pas résoudre ça. Nous avons les cours d'eau par exemple, on a la biomasse. Oui, mais là, Lucien, oui. Tu es déjà en train d'aller dans un autre truc. Mais là, même moi, je suis sur le terre-à-terre. Oui, mais le terre-à-terre, le parent, là, il fait comment? L'éducation, on va transformer la société. Parce qu'on a le conseil d'éducation transformationnelle, changement de mentalité. Et on a besoin des enfants qui pensent que pour être riche, pour venir à Douala, pour venir apporter les d'autres problèmes sociaux, problèmes économiques. On retient quoi de la question? Que le parent doit faire, il faut qu'il attende, donc tout ça là doit être sur place. Le parent dans la relation avec la communauté. Combien d'années? Non, c'est un modèle. Parce que là, il est en train d'aller à l'école. Nous sommes au deuxième trimestre. L'enfant là doit faire comme le père là. Bon, mais il est inquiet, peut-être son fils a mal travaillé. Et tu as donné l'exemple ici qu'il faut aller sur YouTube, etc. Okay. Or, en zone rurale, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet. Le parent l'a fait comment? Il n'y a pas Internet, il n'y a pas son enfant. Mais moi, j'ai étudié avec les lampes à pétrole. Oui. Il n'y a pas de complexe là-dessus. Oui. Une fin d'année, il y avait le problème de l'estage. Est-ce qu'il devrait prendre, s'il n'a pas été à l'école, est-ce qu'il devrait prendre maintenant des répétiteurs pour son enfant? Il n'y a pas de répétiteurs. Allez, au village là-bas, c'est compliqué. Il n'y a pas de répétiteurs. On sait que nos parents, la plupart de nos parents au Cameroun, ce sont les paysans. On est parti du modèle de paysanat. Il y a une maman qui réussite alors est moindre en zone rurale. Non, il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe social pour dire que il n'y a pas de complexe pour que ma grand-mère était paysan. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Mais ma grand-mère ne blaguait pas avec l'école. C'est ma grand-mère qui m'a élevé par là. Oui, mais entre la discipline et maintenant comprendre c'est ça le... Dans la discipline, voilà. Dans la discipline, on sait qu'il y a les parents illettrés. Parce qu'on va rentrer dans le domaine de l'illettrisme. Maintenant, est-ce que l'illettrisme va empêcher la discipline? Ma fille, je ne suis pas allée à l'école. Je suis là, je ne sais pas ce que tu as de lire, mais je te surveille. On va rentrer dans le contrôle. Ma fille va à l'école. Je suis là, je m'assure que tu es en train de fréquenter. Tu vas à l'école. Tu marches à pied. On appelle la résilience. Tu marches à pied. Même si tu ne peux pas corriger les difficultés de ton enfant là, mais tu marches à pied. Comme on est dans le sens, on appelle la... C'est dur, hein? La SND 30, 2030, n'est-ce pas? C'est vraiment complexe. Oui, c'est complexe. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'on a un modèle éducatif qui doit s'adapter dans chaque contexte. Et là, on est dans le cas de la décentralisation. Là, il m'a dit ça à toutes les mairies là-bas. Pas seulement pour aller lire, pour aller élire. On a besoin d'un modèle. Nous avons les sociétés, nous avons la zone sudano-sahélienne, nous avons la zone de forêt, nous avons la zone côtière, nous avons les grassfields. Dans chaque ère administrative, il y a un modèle social à imprimer, il y a un modèle éducatif. Maintenant, nous, parce qu'on va rentrer dans le lien entre le parent et la citoyenneté. C'est une citoyenneté responsable. On doit aller dans ce plaidoyer pour dire que on n'a pas de complexe à se faire entre un enfant qui est à Douala, à Yaoundé, et un enfant qui est au village. Okay? L'enfant qui vient à Douala, parce qu'il n'y a pas d'université, ça se comprend. Mais on sait que nous avons les élites, par exemple. On a les élites qui sont partis, qui ont fréquenté dans les écoles, dans nos écoles, là, les écoles villageoises, qui viennent maintenant, qui doivent servir de modèle, de soutien. Ok? C'est-à-dire qu'on doit soutenir. On a les élites dans les villages, n'est-ce pas? Pas seulement dire que aller seulement voter
pour rien. Mais on a besoin de miroirs, des modèles sociaux qui peuvent aider les enfants à améliorer les apprentissages. D'accord, ok. Nous avons même les congrès, les congrès qui sont organisés pendant si des ça congrès. Peut aider, ça peut aider. Si ça peut aider pour que... Voilà. En tant que moi, je suis sur le parent. Parce que là, quand on pense à cette... Je crois que Cathy, tu as... Oui. On est dans la notion de parent n'est pas une notion close. On est un parent qui sait communiquer, qui sait interagir, qui connaît les rôles économiques, les rôles sociaux, les rôles de communication. Ce n'est pas un parent qui doit rester là pour dire que comme je suis parent, je ne peux pas aller vers les autres. Non. Voilà. Allons-y, Cathy. You talk about, he said something about illiterate parents. Now the question I want to ask is, what about students or people or students who find themselves in a situation where their parents did not go to school, but they don't have the means also to maybe have pay teachers for extra class, and maybe their children as well are low, they have low IQ. Le niveau est bas. So how do they, like, in order for their children to succeed in their education, now when if they find themselves in such a situation, how do they accompany their children? Parce que maintenant tu ne connais pas, you don't know how to write, you don't know how to read. All you can do is... un enfant qui ne sait pas aussi, qui n'est pas très super... Et tu n'as pas le moyen aussi de chercher, de payer... Tu fais alors comment? Tu fais comment? Le rôle ici à promouvoir, à activer, c'est le rôle de mobilisation des ressources extérieures, parce qu'il y a les ressources internes et les ressources externes. D'accord. Quand le parent n'a pas les ressources internes, c'est-à-dire lui-même, il n'a pas les capacités, il faut aller recourir aux autres qui ont réussi, puisqu'il y a les relations avec les élites. Les élites, dans tous nos villages, il y a les élites. Donc ces élites-là doivent mobiliser, doivent venir pallier au manquement de nos parents. Ces parents qui ont d'autres moyens, c'est-à-dire qui ont d'autres ressources, parce qu'ils vont au champ. Ok? Donc ça c'est très important. Il y a les championnats du village. Okay. Dans le cadre de ces championnats du village, il y a également, on peut mettre en place les cours de soutien. Des enfants qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. On sait également que, puisque ces enfants qui connaissent parler la langue maternelle, nos enfants ne savent pas le faire. Donc, on peut créer une collaboration entre les enfants qui sont en ville et qui sont au village, dans le cadre des échanges interculturels. Donc, ça peut se faire. Les enfants entre eux, on appelle l'éducation par les pairs, on appelle la co-évaluation. Il y a des enfants qui ne savent ils ne maîtrisent pas les langues. Mais les enfants du village maîtrisent les langues, non? Mais ça peut se faire à travers les échanges culturels. Nous avons les maisons de culture dans les villages. Nous avons les élites qui ont un niveau intellectuel très important. Ils peuvent organiser un challenge. C'est très important parce qu'à un moment donné, on doit déconstruire l'image selon laquelle ce n'est qu'au village, ce n'est qu'en ville qu'on réussit. On peut aussi réussir au village. Parce qu'on appelle ça, c'est le développement auto-centré. Qui dit développement auto-centré, ça peut aller dans le sens du développement des compétences à l'école. Mais si on commence à parler des problèmes qui sont au village, alors que le problème au village, nous avons l'agriculture. Est-ce que vous savez que le Cameroun est essentiellement un pays agricole à plus de 50%? Est-ce que vous savez que la population camerounaise, de manière, d'après les statistiques, on a encore une grande partie des populations camerounaises qui vivent dans les villages. Donc il faudrait que, pour anticiper les problèmes qu'on rencontre dans le cadre des zones rurales, on peut transférer les compétences dans les villages. Et les parents qui sont citoyens responsables peuvent mobiliser ces ressources extérieures. Ils peuvent mobiliser, ils peuvent amener les mairies à agir, ils peuvent amener les différents territoires. Donc c'est ce genre de citoyens, c'est des parents responsables qu'on a besoin. Ce n'est plus ces parents attentifs. Maintenant, ceux qui ont la technologie, on peut aller au village, on peut faire des conférences. Maintenant, on doit changer la mentalité pour dire que quand on vient au village, ce n'est plus la nourriture qui est importante. Parce qu'à un moment donné, on a une mentalité rétrograde au village. Si monsieur qu'on n'a pas dans son village, on dit, ah, monsieur qu'on a, est-ce qu'il est venu nous donner les millions? Alors que monsieur qu'on a peut faire des conférences pour mobiliser la jeunesse, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, on a, le professeur Ndiomo, il avait parlé de ça, on appelle la médiocrité à l'excellence.
Donc on doit sortir la médiocrité. Pour lequel on recherche quoi? On recherche les bonnes valeurs. Pour continuer, un jour, j'avais donné un sujet de rédaction dans le cadre de développement durable, l'éducation de développement durable. Le sujet était intitulé ceci. Si mon père, c'était en 5e, si mon père était blanc, que serais-tu? Retenez bien. Si mon père était blanc, que serais-tu? On a donné ce sujet aux élèves d'un lycée de la ville. Vous connaissez la réponse? L'enfant a dit, si mon père était blanc, je vais plus marcher à pied, je vais bien prendre un bon petit déjeuner, mon père va m'accompagner vers la voiture. Bref, les enfants ont orienté les questions sur les besoins physiologiques. On a posé la même question à un lycée français. On a dit, si ton père était noir, que serais-tu? Le français a dit, je vais apprendre aux noirs à. Je vais les éduquer à. Je vais les apprendre à réfléchir, à résoudre les problèmes concrets, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes culturels. Mais là... Maintenant, quelle est notre mentalité quand on en parle de la diaspora? On va dire, ah, c'est un Bengui, s'il a l'argent. C'est la mentalité qu'il faut changer. Et l'APC est venue pour changer cette mentalité. On n'a pas besoin de dire, comme tu es à Douala et à Yaoundé, que tu as l'argent. Alors que tu viens là, tu fais autre chose, tu es dans les déviances. Donc, c'est ça l'école. L'école doit être au service du développement durable, au service de la paix, de la culture. Il n'y a pas de complexe. D'accord. Donc, c'est dans ce modèle-là qu'on veut dire, on ne peut pas prendre un modèle occidental, on prend un modèle urbain qu'on transpose au village. On doit réfléchir que quel est le modèle qu'on veut mettre en place, quelles sont les réalités dans les villages, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On repense l'école. C'est ça maintenant, on est aussi dans le cadre de la décentralisation. D'accord, ok. Et mon rôle, c'est celui-là aussi d'éclairer dans le cadre de mon expertise en éducation de développement durable. Oui. Allons retrouver on marque une petite pause, voilà, on va du côté de Yaoundé, retrouver notre Vox Pop du jour sur la question, le rôle du parent dans le soutien des apprentissages. On revient juste après. C'est signé Thierry Honte. Le parent, tout d'abord, doit suivre ses enfants. Ne doit pas laisser des enfants ou délaisser. À lui de parfois contrôler le cahier quand l'enfant rentre de la maison. Par exemple, des fois, certains parents, pour un mois, ils ne voient même pas l'enfant. Ils attendent tout. Or, la bonne éducation commence tout d'abord à la maison avant que l'enseignant qui complète l'éducation. Je pense que le rôle d'un parent doit d'abord être primordial pour l'enfant, étant donné que l'enfant commence l'apprentissage à la maison avant l'école. Donc, le parent se doit d'être au premier rang de l'éducation de l'enfant. Et constamment, en fait, pas fréquemment, mais constamment. Je pense que si le parent essaye de faire cela, ça ira mieux même à l'école. Pour moi, le rôle d'un parent, par exemple, moi je sors, je pars au travail, les enfants sont partis à l'école. Et le soir, dès que je rentre, ce n'est pas parce que je suis fatigué, je pars me coucher. Je dois appeler les enfants, je dois chercher les enfants, je cause avec les enfants, je prends les cahiers, je vois ce que les enfants ont fait et je leur pose des questions. Qu'est-ce que vous avez encore à faire demain? On ne vous a pas donné les devoirs. Bon, pour moi, c'est le rôle d'un parent. Il ne faut pas abandonner les enfants. Il faut toujours chercher à causer avec les enfants. Le rôle du parent dans l'apprentissage de l'enfant, c'est un domaine très vaste en fait, tellement vaste, parce que même la Bible, si on peut revenir sur le plan religieux, la Bible dit que instruit, montre à l'enfant le chemin à suivre afin qu'il devienne plus grand, qu'il ne s'en détourne pas. Donc du coup, ça veut dire que le parent a un rôle très important en ce qui concerne l'apprentissage de l'enfant. Parce qu'il y va aussi de l'image du parent. Parce que si demain, après-demain, on voit un enfant, comme on dit, dehors tordu, directement on va dire que non, on va se référer au parent, on va dire non, il n'a pas une très bonne éducation. Donc du coup, le parent a un rôle très important à jouer en ce qui concerne l'apprentissage, l'éducation, l'évolution, bref, à mieux préparer l'avenir de son enfant. Ça, c'est ce que moi je peux dire. En fait, l'apprentissage déjà, l'éducation commence à la maison. Donc ce sont les parents d'abord qui doivent incarner l'éducation de leur enfant avant que
l'éducation confessionnelle ne se mêle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu as ton enfant, c'est dès son bas âge que tu dois commencer à lui montrer ce qui est bien, à lui montrer ce qui n'est pas bien, à l'amener à être un modèle plus tard. Alors, c'est cette éducation que tu as commencé dès le bas âge, que lorsque tu amènes l'enfant à l'école, toi aussi, tu dois continuer et l'école ne doit que donner l'instruction. Parce qu'on confond souvent ces choses-là. Au lieu de s'occuper de l'éducation, non. Aujourd'hui, de nos jours, les parents se sont complètement désengagés. Ils ont pris les enfants, ils ont ramené à l'école et quel qu'en soit ce que l'école va donner à l'enfant, il trouve que c'est ça l'éducation et l'enfant ne fait que grandir avec cette méthode. En fait, l'enfant ne fait que grandir avec l'éducation externe sans aucune présence des parents. Et là, c'est pas bon. Voilà, retour en plateau. C'est que les hommes sont devenus plus consciencieux en termes d'éducation. Ils s'impliquent de plus davantage par rapport aux années antérieures où c'était carrément la mère qui gérait ça. Lucien. Oui, mais il faut dire que le Cameroun est très cultivé. Si vous faites ce sondage, le Cameroun est très cultivé. Le taux d'analphabétisme a reculé. Mais les problèmes restent là. Les problèmes, c'est en termes de la transformation de la société. Donc, on parle des apprentissages pour transformer la société. Nous avons des parents qui peuvent aider les apprenants à transformer la société. Donc, l'évaluation doit aller dans ce sens. Parce que le parent évalue. On est parfois surpris de voir le niveau bas. Qu'on soit étudiant, qu'on soit... Le niveau passé, les parents ont les parents comprennent les réalités sociales. Ce qui n'est pas le cas des apprenants d'aujourd'hui. Pour ça que les apprentissages doivent aller dans le sens de la construction de la société. Ce n'est pas en décalage. On n'a plus besoin de connaissances mortes, des apprentissages mortes. C'est pour ça que les enseignants aujourd'hui évaluent en tenant compte des situations de vie. Donc on peut savoir que si l'enfant n'a pas étudié, l'enfant n'a pas atteint les objectifs, en partie des situations de vie. Il y a les choses qui sont simples. Mon enfant sort de la pièce, il laisse une pièce éclairée. Ce qui n'est pas du tout normal. L'enfant ne sait pas fermer le robinet. L'enfant ne sait pas gérer les déchets. Ce sont les apprentissages. On parle d'apprentissage tout au long de la vie. Si l'enfant ne sait pas qu'il faut apprendre à gérer les déchets, il faut apprendre à transformer les déchets, il faut apprendre à faire le tri des déchets, il faut apprendre à résoudre les problèmes. Donc le parent observe ça au quotidien. L'enfant sait également qu'il y a les déviances, il y a un certain nombre de comportements à ne pas imiter. L'enfant doit faire un appel à l'éducation des médias. L'éducation des médias. Combien d'enfants aujourd'hui savent qu'il faut discerner? Il faut avoir l'esprit critique. C'est ça, ce sont les apprentissages. Parce que les apprentissages ne sont pas en décalage de la société dans laquelle nous évoluons. Il y a les enfants qui ne maîtrisent, mais ils ne connaissent pas les noms des quartiers. Il y a les enfants qui ne connaissent pas les noms de leurs anciens. Donne-moi le nom de ton professeur titulaire, tu ne connais pas. Donne-moi le rôle d'un conseiller d'entraîneur, tu ne connais pas. C'est grave, ça. Donc ce ne sont plus les apprentissages qui sont vides de sens. Il faut résoudre les problèmes concrets, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes culturels. C'est ça les apprentissages. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait en décalage. Donc nous avons la ville de Douala qui a les opportunités d'emploi. L'enfant doit apprendre dans la perspective de créer, de façonner son avenir, dans la perspective de réaliser son projet professionnel. Donc l'apprentissage n'est pas quelque chose de... On est dans un studio, on a besoin de voir les jeunes qui viennent ici apprendre des métiers, la communication, les réseaux sociaux. Mais on voit aujourd'hui les jeunes qui utilisent les téléphones portables, ils ne maîtrisent pas un certain nombre de sus, un certain nombre de comportements. Parce qu'aujourd'hui, on appelle les masses. Pour ça qu'on ne peut plus apprendre en laissant les réseaux sociaux, en laissant les TIC à côté. Parce que pourquoi c'est important? Le procès a fait court.
D'accord. Il a 2 heures de cours, 8h, 12h. 8h, 10h, il a fait cours. Il est parti, l'enfant n'est pas à l'école. Mais le même cours, je peux trouver ça dans une plateforme digitale. C'est ça l'avantage. L'enfant n'a pas compris. Mais quand j'ai accès à une ressource pédagogique qui a été mise en place dans le site ministériel, parce que le ministère a une plateforme digitale, l'enfant peut rentrer là-bas, il rentre dans la ressource qui est même bien élaborée, l'enfant peut revenir en arrière parce qu'il n'a pas compris. Moi, je veux revenir. Donc, c'est pour dire que quand on dit la digitalisation, c'est important parce que l'enfant peut revenir. D'accord. Peut revenir sur une leçon non comprise, sur un enseignement mal appréhendé. Moi, je veux revenir sur... Il y a la question de Cathy qui parlait... voilà. Mais moi, ma question, toujours dans le même sens, pratiquement, ma question était de savoir comment aider, comment soutenir un parent en difficulté. Ah, c'est bien. Ah, c'est important. C'est la question même fondamentale. Puisque si on le constate aujourd'hui, il y a un différence entre un géniteur et un parent. Avant de faire ton enfant en amont, c'est-à-dire que de manière préventive, de manière proactive, tu dois d'abord avoir un projet de vie. Un homme vient vers toi et c'est une femme. Tu as besoin. Quel est notre projet? Quel est notre projet d'éducation? C'est d'abord l'élément fondamental. Et si on réfléchit comme ça, on se laisse aller. On se laisse aller. Je veux faire les enfants avec qui? Comment on va éduquer nos enfants? La gestion financière, la gestion, la communication. Donc c'est tout un projet qui a au moins 10 points. Maintenant, comment est-ce qu'on va aider? Mais nous avons les ministères qui sont là pour les ministères de la promotion de la femme et de la famille. Nous avons les services sociaux. Nous avons les conseillers familiaux. Donc il faut aller vers les référents pour dire, ok, comment est-ce que je peux faire accompagner? Mais comme tout est déstructuré avec la crise économique, les familles ne jouent plus le rôle. Nous avons la parentalité qui est défaillante. Pour ça qu'on voit tous ces problèmes-là. Mais est-ce que les gens pensent d'abord à se préparer? Est-ce qu'on se prépare à être parent? Il y a l'école des parents. Est-ce que les gens sont prêts à aller s'asseoir pour suivre la formation, pour devenir parent, pour coacher son enfant? Est-ce qu'on est prêt à investir? Est-ce que c'est une valeur encore aujourd'hui d'être parent? Est-ce qu'on est encore respecté comme être parent? Donc aujourd'hui tout va dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a des problèmes, on n'a plus de repères. Donc l'éducation aux valeurs, l'éducation à la vie, l'éducation à l'amour. On a besoin de tout un modèle. Les parents doivent s'asseoir. À l'époque, on avait créé le conseil de code des parents. Non, on est dans ce parent. On doit aller dans le sens, d'abord, je veux être parent. Maintenant, quand je veux être parent, c'est d'abord un adolescent qui veut être parent. On ne peut pas attendre 21 ans pour devenir parent. Mais on va commencer à éduquer l'enfant à partir de la puberté, à devenir parent, l'éducation de son corps. Comment choisir, et ainsi de suite. Il faut choisir. C'est comme ça qu'on va l'aider. Comme ça, on va l'aider. On ne va pas aider le parent qui est, de manière hasardeuse, il est devenu parent parce que la jeune fille ne maîtrise pas son cycle menstruel. Mais est-ce qu'il y a les écoles dont des parents ici au Cameroun? Ça, on est dans le cas de l'éducation non formelle. Parce qu'il y a l'éducation formelle, non formelle, informelle. Il y a les associations. L'URAEL fait ce travail, le réseau africain pour l'éducation de développement durable. Donc on éduque la jeune fille à devenir parent parce qu'il ne faut pas les décisions qui encombrent sa vie. Il ne faut pas subir. Donc c'est quand on est adolescent, on a une jeune fille, parce qu'on dit que l'enfant est le père de l'homme. C'est pas quand tu es devenu, tu as eu, c'est pas 21 ans, 22 ans, tu es dans le petit, faire dans les petits métiers, dans l'économie informelle, tu rencontres une jeune fille par hasard, tu dis que tu es parent. Donc on doit voir le modèle social, le modèle économique, le modèle affectif. On doit accompagner ces parents-là. C'est pour ça que le statut de parent est très complexe. D'accord. On sort, Cathy? Yes, I just want to ask, what about now, how can parents balance, les parents qui sont trop occupés avec le travail, like how do they balance their work and also with why still being involved in the education of their children? Oui, quel est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale? Ok. Bon, on sait que le travail est devenu très prégnant, il est devenu trop stressant. Les parents sont devenus occupés.
ils sont devenus absents. Pas seulement sur le plan affectif. Ces parents-là, ils ont trouvé les relais. Parfois, tous les relais, tous les répétiteurs qui ne sont pas toujours les personnes les bien indiquées, de soutien pour le faire. Nous autres, on a mis en place un projet, le projet Paquet, c'est-à-dire à parents accompagnés pour la qualité de l'éducation en vue de la transformation sociale. Donc, il est question de faire quoi? Il est question d'aller vers les parents, aller à l'entreprise, puisque les parents ont le souci d'éduquer leurs enfants, de les accompagner. Il y a même certains parents qui envoient les enfants à l'étranger. Nous avons notre centre qui se trouve à Makepe, qui se trouve également à Bonamoussadi. Il est question d'aller rencontrer ces parents-là, commencer à poser la problématique de la parentalité défaillante, de savoir qui peut accompagner le parent, parce qu'il y a le soutien. Parce qu'il est occupé. Il est occupé, mais il a besoin de bons relais. D'accord. Il a besoin de bons relais. Donc le projet est mis en place, il est pensé, il y a les séminaires de formation que nous allons, on a déjà conçus, qui sont déjà conçus, mais on a besoin de partenaires pour nous, comme nous sommes une association, on a besoin de partenaires qui peuvent accompagner ce genre de démarche. Parents accompagnés en vue de la qualité de l'éducation pour la transformation sociale. Dans le projet Paquet, je suis le concepteur de ce projet. Donc si les entreprises sont là, les entreprises citoyennes, on a besoin d'aller soutenir les parents. Il y a même les quand on parle de parents, on est dans la demande de l'inclusion, n'est-ce pas? D'accord. Il y a les parents même qui ont les enfants handicapés. D'accord. Parce que si on parle des parents, il y a les parents qui sont aidés, il y a les parents qui sont défavorisés. Vous ne connaissez pas Lucien. Lucien va continuer jusqu'à demain. Donc, même si on lui donne 10 heures d'état, il faudra toujours à dire. Donc voilà l'initiative, le projet Paquet est là. On a besoin de soutien pour accompagner ces parents-là qui ont besoin d'être qui veulent accompagner leurs enfants. Pour accompagner les enfants. Alors, Lucien Blaise Okona, je crois que tu es sur Facebook? Oui, oui. C'est quoi? Oui, on tape mon nom. Lucien Blaise Okona, ok. Voilà. Voilà, on le retrouve sur Facebook. Voilà, vous pouvez aller... l'accompagnement psychologique et puis en tant qu'éducateur, il peut aussi aider. Mercredi prochain, on sera encore ensemble, mais sinon, nous partons parce que demain, on va retrouver... on retrouve qui, Cathy, demain? C'est pas la prophétesse? Non. Non. Messina. Le révérend Messina, tu sais qu'on a une autre série. Oui. On va continuer avec lui. Voilà. Allez, demain, c'est un autre jour. En attendant, Cathy et moi, on sera obligés, on part. On vous laisse en compagnie des programmes de STV. Restez scotchés sur STV. Dieu vous bénisse. Ciao. Cathy? See you tomorrow.